We don't follow any kings. We can ride and we can sing. We don't talk about the things we don't know. We don't know. We don't know. Salutations à vous. Merci d'être de passage à l'auberge. Ça me fait toujours plaisir que vous soyez là. Aujourd'hui, on fait une petite visite, justement. On va se plonger dans le passé et on parle d'une bouteille de vin qui est formidable. On s'en va en France. Donc, justement, les touristes qui visitent la France ont pour la plupart l'envie de voir la belle campagne française. C'est sûr qu'il y a tellement de villes magnifiques en France. On peut faire même des tournées de châteaux en France. On peut faire plein de choses. Mais une tournée des petites villes, une tournée des petits villages, des petites communes, c'est vraiment intéressant. Il y a tant à voir et tant à boire. J'aime beaucoup cette expression-là. Donc, les habitués de la France, ceux qui sont allés souvent, ceux qui y vont souvent, ben, ils vont vous le dire, les plus beaux villages français sont les Bastides. Les Bastides. C'est un phénomène, les Bastides, c'est un phénomène historique, principalement dans le sud-ouest de la France. T'sais, au Moyen Âge, il y a très longtemps, il y a 700, 750 ans, 800 ans, au Moyen Âge, il y a 300 villes qui se sont construites avec un modèle particulier. À peu près le même modèle. Un modèle, on appelle ça des bastides. Donc, c'est une façon de faire raisonnée, une façon de faire des villes, de bâtir des villes. Des petites villes, hein, de bâtir ces villes-là. Mais pour le Moyen Âge, c'était des grandes villes, pour cette époque-là. Aujourd'hui, c'est des communes. Mais c'est la manière de bâtir ces villes-là, justement, avec de l'urbanisme, avec de l'architecture. Donc, un modèle avec urbanisme, un modèle qui place au centre une grande place. Donc, la place centrale. Le centre de la ville n'était pas l'église. Le centre de la ville était la place centrale. Et ce modèle-là d'urbanisme, c'est quand même incroyable. C'était utilisé pour plus de 300 villes avec le même, on pourrait dire le même plan, disons, à peu près le même plan. Donc, la place centrale qui joue plusieurs rôles. Hein. Autrement dit, c'est là qu'il y avait le marché. C'était le centre. Bien, il y avait le marché, il était là. Il y a beaucoup d'activités dans la place centrale. Beaucoup de... On va dire les fêtes se passaient dans la place centrale. Et justement, cette place centrale-là, bien, tout autour, il y avait des rues encadrillées, en ligne droite, et il y avait des rues, des passages qui étaient couverts. Donc, les gens qui étaient dans la place centrale, quand il tombait de la pluie, bien, ils pouvaient se mettre à l'abri. Donc, la manière qu'ont bâti ces villes-là au Moyen Âge, c'est tout à fait unique. C'est tout à fait magnifique à visiter. Imaginez, entre l'an 1230 et l'an 1373, donc sur 143 ans, il s'est bâti 300 bastides dans le sud-ouest français. Chaque fondation, chaque bastide, chaque ville avait sa raison politique. Donc, les paysans qui étaient installés tout le tour de ces villes-là, ben, ils venaient y demeurer. Donc, ça attirait les gens, ça attirait les paysans autour qui y avaient accès à de l'habitation. Et pour eux autres, ces villes-là,
dans cette époque-là, c'était la modernité. Hein. Vivre dans une bastide, c'était vivre dans une ville moderne. Une ville moderne pour l'époque. Donc, ça a attiré beaucoup de gens pour venir s'installer. Et là, justement, ces villes-là ont grossi. Donc, vous avez la place centrale. Vous avez tout le tour des bâtiments avec des arcades. Et après ça, ça s'est bâti de rue en rue, de rue en rue. Donc, ça l'a grandi. Et ça a fait des petites cités qu'on l'appelle les fameuses bastides. Les paysans se sont installés là pour aussi la sécurité. Parce que il y avait un genre de... les gens qui entraient dans les bastides, ceux qui en sortaient de ces villes-là, ben, il y avait un genre de checkpoint, dans le sens qu'ils vérifiaient qui rentre, qui sort. Donc, ils se protégeaient entre eux. Il y avait comme un système. Justement, il y avait un genre de système de vie aussi par rapport aux devoirs du citoyen, par rapport aux droits du citoyen. Donc, puis, il y avait un côté économique aussi. Les gens faisaient beaucoup de business ensemble. Donc, c'est ce modèle de vie-là, des bastides au Moyen Âge, ben il y a des grandes villes qui en avaient envie. Dans le sens qu'ils disaient, voyons, ça va bien dans ces villes-là, ça va très bien. C'est Bordeaux, Bayonne, Toulouse étaient jalouses de ces villes bastides-là. Donc, la France, à l'époque, était une grande région féodale. Donc, une région féodale, il faut se mettre dans le contexte. L'Empire romain tombe. L'Empire romain d'Occident tombe. Et là arrivent des tribus de sauvages, des tribus germaniques. Donc, le territoire français, comme on le connaît aujourd'hui, le territoire français, ben c'était très dangereux. Là. Prendre la route, se déplacer d'une place à l'autre, c'était dangereux. Là. Donc, les gens ont voulu comme se protéger. Donc, ils se sont un peu attachés l'un à l'autre. Ils ont formé des petites gangs. Et justement, ces petites gangs-là, ces espèces de petits régime féodal, ces petites gangs-là, ben, ils vivaient dans des villes, dans des petites villes fortifiées, justement, et dans ces petites bastides-là. Donc, ils vivaient là, entre eux, ils s'entraidaient et ils défendaient, justement, leur petite ville. Mais de la manière que c'était bâti, c'était fait pour ne pas se faire envahir. Donc, c'était vraiment la sécurité. C'est pour ça que les gens autour de ces bastides-là ben, étaient intéressés à y vivre, parce qu'il y avait le côté, justement, sécuritaire. Et au fil des années, au fil des décennies, les bastides, ben, il y avait des alliances. Donc, des alliances d'une bastide à l'autre. Donc, ceux sont amis avec nous, on peut faire du commerce un avec l'autre. Et souvent, en moins de 24 heures de cheval, en moins d'une journée de cheval, on pouvait passer d'une bastide à l'autre. Donc, très peu de voyageurs couchaient à la Belle Étoile. Donc, il y avait un côté sécuritaire pour les commerçants, justement, de passer d'une place à l'autre. Et ces villes-là avaient une très, très bonne réputation de la fameuse la qualité de vie, il faut le dire. Pour les fans de la France, ceux qui sont allés souvent, bien souvent, ils vont nous parler de Montpazier. Montpazier, formé au 13e siècle. Ça en est une bastide. Pour donner une idée, Montpazier, je pense que c'est 500 habitants. C'était plus de gens dans le temps, mais aujourd'hui, c'est 500 habitants seulement. Et je pense qu'ils reçoivent 500 touristes par jour. Donc, on voit un peu, dans quoi qu'on s'embarque, dans ces villes-là médiévales uniques. Bien, ça attire les touristes parce que les touristes, ils mettent un pied dans le passé. Puis la conservation des bâtiments, la manière que c'est fait, c'est de toute beauté. Donc, les fans, justement, de l'époque médiévale, ils trippent, là. Ils trippent à visiter les bastides. Donc, les bastides sont situées dans les régions, pour un amateur de vin comme moi, sont dans les régions viticoles. Hein, on parle du sud-ouest, donc on parle quoi? Tout le sud-ouest français et aussi Bordeaux. Donc, il faut se mettre dans l'idée, les bastides sont dans l'axe Toulouse-Bordeaux. Donc, dans cet axe-là, le grand territoire-là du sud-ouest, Toulouse-Bordeaux,
les Bastides, c'est là, c'est ces villes-là, ces petites villes-là qu'il faut voir. Il y en a 300. Il y en a tellement, plus de 300. Il y a des places tout à fait extraordinaires. Je vous invite justement à Sainte-Foy. Sainte-Foy, pour les gens de Québec, vous allez avoir un sourire. Sainte-Foy-la-Grande, c'est son nom. Là-bas, il l'appelle Sainte-Foy, Sainte-Foy-la-Grande ou Sainte-Foy. Lui, c'était une bastide, justement, Sainte-Foy. Ça a commencé il y a plus de 750 ans. Et aujourd'hui, Sainte-Foy, c'est à peu près 2500 habitants, avec on va dire, toute la commune autour, la grande commune de Sainte-Foy, c'est à peu près 65 000 habitants. Situé à la limite du Bordelais. Donc, c'est comme la pointe, vous voyez la région de Bordeaux dans votre tête, et là, on a l'entre-deux-mers. Donc, l'entre-deux-mers, grande région de vin blanc extraordinaire de Bordelais. Et entre-deux-mers, entre les deux rivières, c'est pour ça qu'on l'appelle entre-deux-mers. Donc, entre-deux-mers, si on file plus vers l'est, et là, on va arriver à la pointe, et c'est là qu'on arrive justement à Sainte-Foy. Donc, l'appellation Sainte-Foy et justement la Bastide, le village de Sainte-Foy, qui est une place magnifique, extraordinaire. Mais l'appellation Sainte-Foy, c'est possiblement l'appellation la moins connue du Bordelais. 90% en vin rouge. On parle c'est des sols d'argile, un côté un peu sablonneux et à certains endroits, un côté calcaire aussi. Donc, de l'argile à la base et différents terroirs dans Sainte-Foy-Bordeaux. C'est comme ça que l'appellation s'appelle. Et quand on parle de Sainte-Foy-Bordeaux, on parle de vins charpentés, on parle de vins assez corsés, des vins très amples, hein, charpentés. C'est ça un peu la marque de commerce de Sainte-Foy, Sainte-Foy-Bordeaux. On sait que les cépages favoris en Bordeaux, ben c'est le Merlot, hein, le Merlot de tout le Bordelais au complet. Merlot, c'est 60% de l'encépement. Le Cabernet Sauvignon est à peu près à 20% de l'encépement. Le Cabernet Franc à 8%. Ça, on est dans le rouge ici. C'est sûr qu'arrive aussi après, arrive le Sauvignon, le Sémillon, la Muscadelle qui fait des vins de Bordeaux. Des vins tout à fait formidables. Mais Sainte-Foy-Bordeaux, ce qui est un peu particulier, c'est que justement, c'est la pointe de l'entre-deux-mers. Donc, si on recule dans le temps, un peu plus loin, c'était en blanc. Et là arrive l'année 1956. 1956, il y a eu un désastre total. La grande majorité, presque la totalité des pieds de vigne sont morts à cause du froid. C'était un désastre total. Et dans les fins des années 50, début des années 60, ben les producteurs ils ont replanté de la vigne, mais là, ils sont allés du côté justement des cépages noirs pour faire des vins rouges. Donc, c'est ce qui est particulier de Sainte-Foy. Dans une époque lointaine, c'était du blanc. Et aujourd'hui, c'est en grande majorité du rouge. Donc, 90% en rouge. L'histoire de Sainte-Foy, ben, ça se goûte. L'histoire de Sainte-Foy, ça se goûte à travers ces vins-là, justement, ces Bordeaux-là, qui ont leur style. Le Bordeaux, puis c'est une appellation très peu connue, mais de plus en plus connue à l'international. De plus en plus connue, parce qu'il y a des gens qui recherchent justement cette ampleur-là, je peux dire, de cette force-là de ces vins. Donc, l'histoire de Sainte-Foy, ben, il y a plein de belles histoires, mais il y a une histoire que j'aime beaucoup, c'est l'histoire du château Ostens-Piquant. Ostens-Piquant. Dans les années 80, c'est Yves, Nadine, des amoureux. Yves et Nadine, lui travaille dans le domaine médical, elle travaille dans le milieu financier. Et ce couple-là a eu un coup de cœur pour une propriété. À peine 20 km de Saint-Émilion, le superbe village de Saint-Émilion. À peine 20-25 km de Saint-Émilion, bien justement, dans la région de Sainte-Foy, ils sont tombés en amour avec un château.
ont un domaine, si je peux dire. Et à l'époque, justement, ce domaine-là, qui portait un autre nom, ce domaine-là, ben, euh, faisait du raisin pour des coopératives. Eux autres, ils ont acheté le domaine. Nos amoureux ont acheté le domaine. Et eux autres, c'est des créateurs. Hein. Eux autres, ils ont voulu. Eux autres, ils ont voulu, dès les années 1980, ils ont voulu mettre sur la carte le terroir oublié. C'est comme ça qu'ils l'avaient appelé. Le terroir oublié, Sainte-Foy-Bordeaux. Un peu oublié de toute la gamme du Bordelais, qui est immense, qui est immense. Donc, c'est une appellation oubliée, si je peux dire. Et aujourd'hui, ben, qui est reconnue par les connaisseurs, comme je vous disais. Donc, beaucoup d'efforts de ce couple-là, énormément d'efforts pour améliorer les crus. Arrive 1990, ben, ça marque la première année de leur bouteille. Ils ont sorti une bouteille de leur appellation Sainte-Foy-Bordeaux. Et là, le château Ostens-Piquant est sur la carte. On est en 1990. Et là, justement, ils vont jouer avec plusieurs sols différents. Donc, ils ont travaillé fort, ils ont mis énormément d'efforts et, à un moment donné, ils se sont associés avec un énologue reconnu, Stéphane de Ranoncourt. Donc, cet énologue-là qui travaille déjà avec plusieurs grandes maisons du Bordelais, ben, ils ont comme ils ont comme toutes les connaissances de cet énologue-là, en plus de leurs connaissances personnelles. Et là, le Ostens Piquant, donc chaque millésime a un niveau égal de qualité. Depuis 2018, l'ensemble du vignoble, ce qu'ils veulent faire depuis 2018, ils veulent que le vignoble soit biologique. Donc, en ce moment, ils sont dans un passage vers le biologique depuis 2018. Et justement, l'association avec le grand énologue, bien, ça fait que ce vin-là, cette bouteille-là, Ostens Piquant, ce Bordeaux Sainte-Foy, qui est une appellation un peu oubliée, mais aujourd'hui, ça met l'appellation sur la carte. C'est ça qui est important par rapport au château Ostens Piquant. Et c'est toute une épopée. C'est incroyable. Et aujourd'hui, ce qui est le fun, ce que je trouve beau aussi, ben, c'est la relève, parce que leurs deux filles qui sont adultes, ben, les autres, ils vont prendre la relève de leurs parents. Puis ça, je trouve ça très, très beau. Donc, il y a une continuité, justement, avec ce château-là qu'on va entendre beaucoup parler, je pense, dans l'avenir. Beaucoup. J'ai goûté 2 fois au millésime 2016. Donc, Ostens Piquant 2016, Sainte-Foy-Bordeaux. Donc, le carafé, c'est l'idéal. Il faut le carafé. On est 70% en Merlot, 30% en Cabernet Franc. Donc, c'est intéressant ici. Là, on a un rouge un rouge assez sombre, hein, assez sombre. Au nez, on a un mix au nez, une odeur, c'est un peu comme les dattes ou dattes et champignons. Il y a une odeur particulière, vraiment particulière, un peu envoûtant comme odeur. Puis la première gorgée, bien là, on est dans une trame tannique dans la première gorgée. Et là, la framboise et on dirait un peu de fumée. J'ai comme détecté ça un peu. C'est comme si, c'est drôle, le feeling que ça m'a donné aussi, c'est plutôt comme de la framboise cuite. C'est ça un peu le mix des deux, fumée, framboise. Un peu comme de la framboise cuite, un peu comme, vous savez, les desserts, comme les slices aux framboises. Là. Donc, la croûte qui était comme un peu rôtie avec de la framboise, de la confiture de framboise qui a comme un peu brûlé. Là. C'est un peu le feeling qu'on a, c'est formidable. C'est un excellent Bordeaux et à bon prix. En plus, c'est ça qui est vraiment le fun. Et quelque chose de surprenant, plus ou moins surprenant, comme plusieurs Bordeaux de qualité, on peut en profiter tout de suite.
Mais aussi, il y a un potentiel de garde jusqu'à 15 ans. Donc, c'est quand même intéressant. James Suckling, vous savez, lui a attribué à ce Bordeaux-là, Ostance Piquant 2016 en particulier, lui a attribué 92 points. Et je trouve que c'est une excellente recommandation pour un vin de ce niveau de prix vraiment extraordinaire. À une époque très lointaine, à une époque médiévale, les Bastides étaient des villes nouvelles. Les Bastides, c'était une nouvelle façon de bâtir. Ostance-Piquant, Sainte-Foy, Ostance-Piquant, mais c'est comme le renouveau de l'appellation Sainte-Foy. C'est des bâtisseurs de l'appellation. C'est des nouveaux bâtisseurs de l'appellation, comme étaient les Bastides au Moyen Âge, que c'était la nouvelle façon de faire. Si vous avez la chance de passer sur ces routes-là, entre Toulouse et Bordeaux, repérez ces petites communes uniques, ces petites Bastides. Vous allez faire un très, très beau voyage. J'en suis convaincu. Vous allez adorer ça. L'aubergiste vous dit merci et au plaisir de se reparler bientôt. We don't know. 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 We don't know.